Urgente, la Russie est frappée par un désastre. Le Daghestan est sous les eaux. Inondation record depuis 107 ans. Makhatchkala est la Venise de la Caspienne. Pendant ce temps, les officiels noient le poisson. 12 milliards et demi de roubles pour les égouts ont fini dans les poches du pouvoir poutinien. Résultat, un demi-million de gens sans électricité, eau ni chauffage. C'est un effondrement total des infrastructures. Les ponts ferroviaires s'écroulent et on évacue les gens de chez eux en bateau. Mais ce n'est pas tout. Le cynisme de la Loubianka. Au lieu d'aider, on menace les citoyens de prison s'ils réclament des indemnités. Bienvenue sur la chaîne Ukraine aujourd'hui. Voyons comment ce désastre a fait tomber les masques et qui a profité de la tragédie du Caucase. Quelqu'un paiera-t-il pour ces milliers de maisons détruites? Je m'appelle Andrei Silakov. Images, chocs et détails révoltants, c'est maintenant. Regardez jusqu'au bout. Catastrophe aquatique dans le sud de la Russie. Le Caucase est submergé par les eaux. Le Daghestan et la Tchétchénie subissent des inondations records, sans précédent depuis 107 ans. En seulement 24 heures, 50 mm de pluie sont tombés sur Makhatchkala, soit plus du double de la normale mensuelle. Le niveau de l'eau dans les quartiers de la capitale et de Derban est monté d'un coup à 1,50 m. Les rues sont devenues des torrents déchaînés emportant les voitures et détruisant les fondations des maisons. Le maire de Makhatchkala a admis que la situation a dépassé les pires prévisions. Des quartiers entiers sont inondés, l'eau bloque les sorties et coupe des familles du reste du monde. Comme nous le savons tous, de fortes précipitations ont touché tous les quartiers de notre ville. On continue, malgré les consignes, considérez ça comme un ordre et rapportez-moi immédiatement qui ne travaille pas. Au plus fort de la tempête, le Daghestan a été plongé dans le noir complet. Près de 300 localités différentes ont été privées d'électricité, ce qui a touché au total plus de 500 000 personnes. L'eau courante ainsi que le chauffage ont également été coupés, car les stations de pompage et les chaufferies, qui sont essentielles au fonctionnement de ces services, sont inondées ou privées de courant à la suite des ruptures de lignes électriques. Le ministère des situations d'urgence a précisé que, selon les informations les plus récentes disponibles, 283 localités différentes, ce qui représente au total environ 327 183 personnes, étaient actuellement privées d'électricité, c'est-à-dire sans accès à l'alimentation électrique normale. Le soir, le chef de la région a indiqué dans une déclaration officielle que sur les 500 000 foyers qui avaient été coupés d'électricité à cause des intempéries, environ 110 000 foyers n'étaient pas encore rétablis à ce moment-là. Plus de 80 des brigades sont mobilisées, mais les dégâts sont tels qu'après 2 jours, plus de 110 000 personnes sont toujours dans le noir et le froid. La région est en état d'alerte renforcée, évoluant vers une véritable situation d'urgence à l'échelle régionale. La logistique des transports dans le sud de la Russie a subi un coup fatal. À cause de la crue de la rivière Yariksu, 2 travées du pont ferroviaire stratégique Kasaviourt-Kadiourt se sont effondrées. Presque simultanément, une travée s'est effondrée sur le tronçon Kayakent-Bereikei, coupant la liaison ferroviaire vers le sud. Désormais, tous les trains sont déviés vers l'unique voie de contournement, provoquant déjà un chaos total. Les routes n'ont pas été épargnées non plus. Coulées de boue et avalanches ont coupé plus de 20 routes clés, isolant des centaines de personnes dans les montagnes. Les secours utilisent des véhicules tout-terrain et des bateaux, portant parfois les gens et les animaux à bout de bras vers la sécurité. Les spécialistes pompent l'eau sans relâche dans les cours et les sous-sols des maisons. Sur les rivières, les ouvriers dégagent activement les lits encombrés de débris et de branches. Mais que faisaient les services et les fonctionnaires avant cela? La veille de l'inondation, l'administration de Makhatchkala affirmait: Pendant 3 jours, des travaux intensifs de curage des égouts pluviaux ont été menés pour minimiser les risques d'inondation. Sur ordre du premier adjoint au maire, des patrouilles ont été organisées 24 heures sur 24. Des brigades mobiles sillonnent les rues et surveillent l'état de la chaussée. Les services municipaux de la capitale ont été placés en état d'alerte renforcé. Des équipes sont déjà déployées sur les zones à risque pour réagir rapidement à l'évolution de la situation. Et quel est le résultat? On a foncé et on s'est planté. De plus, un autre détail crucial a été révélé. En 3 ans, 12 milliards et demi de roubles ont été alloués au drainage au Daghestan. Voyons maintenant comment ce système d'égout fonctionne en réalité.
Le scandale de corruption a éclaté rue Zarechnaya à Makhatchkala, où les maisons ont été inondées jusqu'aux fenêtres par de simples déchets. Où sont passés ces milliards? Question rhétorique, car la première inspection a montré l'absence totale de drainage fonctionnel. Les experts voient dans cette inondation au Daghestan une condamnation de la verticale du pouvoir de Poutine. L'ex-députée Elena Filina souligne que l'argent n'a pas été seulement volé, mais détourné par un clan méprisant l'intérêt du peuple. L'argent du système d'évacuation n'a pas été simplement volé, il l'a été au profit de l'organisation criminelle dirigée par Vladimir Poutine. C'est là tout le problème. Ils ne peuvent pas s'empêcher de voler cet argent. Ils aimeraient peut-être faire quelque chose pour que leurs proches et leurs familles ne souffrent pas de la catastrophe naturelle. Mais dans ce système, agir utilement pour le bien de la population est tout simplement impossible. Il n'est pas conçu de cette manière. Et le principal paradoxe de toute cette situation, c'est que réclamer des indemnités ou organiser des rassemblements publics dans la Russie d'aujourd'hui est plus dangereux que l'inondation elle-même. Pour toute tentative de revendiquer leurs droits, les militants écopent de jusqu'à 15 jours d'arrêt. Des gens dans différentes régions ont reçu 15 jours d'arrêt pour avoir tenté d'organiser des rassemblements publics ou des manifestations contre le blocage d'Internet. Les actions étaient tout à fait légales et leurs organisateurs n'avaient aucune intention d'enfreindre quoi que ce soit. Honnêtement, je ne suis pas prête à conseiller aux gens du Daghestan d'aller revendiquer leurs droits et d'essayer d'obtenir des compensations. Il me semble que faire cela en Russie en ce moment est bien trop dangereux. Pendant ce temps, les dommages annuels causés par les crues dans le pays ont déjà dépassé les 75 milliards de roubles. En raison du changement climatique, ce chiffre ne fera qu'augmenter. Le Kremlin a créé le piège parfait. Des milliards détournés, des villes inondées. Et la seule réponse des autorités à la catastrophe, c'est le renforcement de la répression et de nouvelles promesses de prendre la situation sous contrôle personnel avant qu'une nouvelle vague ne balaie les restes d'une stabilité illusoire. Pendant que les maisons au Daghestan sont submergées à cause du vol des fonctionnaires, l'économie russe elle-même coule officiellement. Rosstat ne peut plus cacher qu'une entreprise sur 3 dans le pays fonctionne à perte profonde. La mangeoire du Kremlin se vide et Poutine est allé tendre la main aux oligarques, essayant tant bien que mal de boucher les trous du budget militaire. Découvrez ce qu'il en est advenu dans ce reportage. Après les négociations avec les États-Unis, il n'y a pas de mouvement réel vers la paix car la Russie ne montre aucune volonté diplomatique, a déclaré le président Volodymyr Zelensky après le rapport de l'équipe de négociation ukrainienne de retour des États-Unis. La situation géopolitique s'est compliquée à cause de la guerre avec l'Iran, ce qui renforce la confiance du Kremlin, estime le président ukrainien. Il a ajouté que la Russie se prépare à frapper l'Ukraine en utilisant jusqu'à 1000 drones. Nous réagirons à chacune de leurs attaques. Nous en parlons tout à fait ouvertement. En ce qui concerne la Russie, nous constatons que la pression de la communauté internationale sur elle s'affaiblit en réalité. Je ne parle pas des raisons pour l'instant, mais nous voyons des changements dans la politique de sanctions. C'est pourquoi, contrairement à tous les autres ou à beaucoup dans le monde, l'Ukraine a ses propres sanctions. Les voici, ce sont nos réponses. Ils doivent ressentir la pression. Si l'Ukraine ne répond pas à leur frappe, la Russie continuera tout simplement. Elle n'envisagera même pas la possibilité d'une pause dans cette guerre. Des représentants des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine ont tenu 3 cycles de négociations au cours de l'hiver. Les 21 et 22 mars, des délégations d'Ukraine et des États-Unis se sont rencontrées. Les parties ont discuté de questions humanitaires et de la création d'un cadre de sécurité solide pour l'Ukraine, a expliqué Steve Witkoff, l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient. Concernant les garanties de sécurité, la partie américaine est prête à finaliser leur mise en œuvre dès que l'Ukraine acceptera de se retirer du Donbass, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Et vous comprendrez que le retrait du Donbass, en plus de... Comprenez bien que le retrait des troupes du Donbass, au-delà du fait que ce soit mal, immoral et ainsi de suite, mais un retrait aujourd'hui du Donbass, c'est un affaiblissement de la défense ukrainienne. C'est exactement ça. La Russie a toujours un coup d'avance. Par exemple, l'arme nucléaire, dont ils parlent sans cesse, menaçant le monde entier. Et chaque fois qu'ils sont dans l'impasse, à un moment donné, ils lancent ce message. Et si? Alors dites-moi, pourquoi ne relanceraient-ils pas la guerre avec de nouvelles conditions, encore plus d'exigences, en disant au monde « Regardez, sinon nous pourrons utiliser cette arme et nous n'en sommes pas protégés ». Parallèlement, Volodymyr Zelensky a suggéré que la Russie compte sur une lassitude des États-Unis face aux négociations et sur un changement des priorités de Washington. Selon lui, la situation internationale, notamment les tensions au Moyen-Orient, influence l'approche de l'administration américaine.
Pendant ce temps, le président finlandais a déclaré au journal norvégien VG que les négociations trilatérales étaient épuisées, alors que l'Europe a pris plus de responsabilités avec le temps et joue un rôle plus marqué dans l'évolution des événements en Ukraine. Nous comprenons bien la tactique de négociation des Russes, et je pense que les Ukrainiens font confiance aux pays européens qui s'efforcent de leur apporter un soutien maximal. Mais le problème majeur ici est que je ne crois pas que la Russie veuille la paix. Le plus important pour l'avenir est donc d'accroître la pression sur la Russie. Malheureusement, avec la guerre en Iran et la décision américaine d'alléger les sanctions sur le pétrole russe, la situation n'évolue pas comme nous le souhaiterions. Alexander Stubb, président de la Finlande, dans une interview accordée au journal norvégien VG. Sans la guerre, la Russie deviendrait vite un paria sur la scène mondiale. Elle a donc intérêt à poursuivre les hostilités, estime Mikhailo Podolyak, conseiller à la présidence ukrainienne. Il a souligné que Moscou et Kiev poursuivent des objectifs différents lors des négociations. L'Ukraine veut une fin rapide de la guerre et une paix juste avec des garanties de sécurité fiables, tandis que la Fédération de Russie a intérêt à faire durer le conflit pour rester un acteur influent au niveau mondial. Nous comprenons que des conditions justes, c'est quand il y a déoccupation et que l'agresseur paie le prix fort pour tout ce qu'il a infligé au pays qu'il a attaqué. Mais concernant une paix juste, c'est la formule que propose le président. Arrêter la phase active de la guerre. On reste sur nos positions, des missions de surveillance et surtout, l'essentiel ici, ce sont les garanties de sécurité, c'est-à-dire ce qui garantira clairement qu'une telle guerre ne puisse se reproduire. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la Russie doit comprendre qu'en cas de violation du cessez-le-feu, une riposte collective sera lancée. Auparavant, le président ukrainien a déclaré à plusieurs reprises que les questions les plus sensibles, notamment l'intégrité territoriale, les garanties de sécurité et la situation autour de la centrale de Zaporijjia, devaient être discutées exclusivement lors de négociations directes avec les dirigeants de l'Ukraine, des États-Unis et de la Russie. Moscou rejette pour l'instant cette possibilité, tout en continuant d'attaquer l'Ukraine. En particulier, l'armée russe a intensifié les opérations de combat au sol le long de la ligne de front. Parallèlement, elle a lancé une nouvelle frappe massive. Au cours des 23 et 24 mars, la Russie a lancé près de 1000 drones et 34 missiles sur l'Ukraine. Kristina Dombrovska pour la chaîne de télévision Freedom. Le robinet d'essence, c'est fini, terminé. Depuis avril, l'exportation depuis la Russie est officiellement fermée. Les médias confirment que les frappes ukrainiennes sur les raffineries sont un chaos économique pour le Kremlin. Alors que le Daghestan est inondé et l'économie endettée, Poutine a perdu sa dernière ressource de guerre. Tous les détails à suivre. Les forces de défense ukrainiennes continuent de frapper les infrastructures pétrolières du pays agresseur. La semaine dernière, l'Ukraine a attaqué à 2 reprises le port russe stratégique d'Oust-Louga sur la Baltique. D'importants volumes de pétrole et de produits pétroliers y sont exportés, notamment via une flotte fantôme. La cible est légitime, car ces ressources permettent à l'agresseur de financer son complexe militaro-industriel, a noté le SBU. Le SBU et les forces de défense poursuivent leur travail pour affaiblir les capacités financières et logistiques de l'ennemi. Il faut bien comprendre que tous les sites pétroliers, sans exception, font pleinement partie intégrante du complexe militaire russe. Ils jouent un rôle essentiel, car ils financent directement, d'une manière ou d'une autre, la guerre contre l'Ukraine. Par conséquent, les opérations spéciales visant à contrer cela se poursuivront à l'avenir. La Russie paiera un prix élevé pour son agression. Evgueni Kmara, chef par intérim du service de sécurité de l'Ukraine, sur Telegram. La région de la Baltique est passée d'un hub sûr à une zone à haut risque pour la Russie, selon le ministère de la Défense. Le 25 mars, les forces de défense ont mené une opération au cours de laquelle elles ont frappé le chantier naval de Vyborg, un site industriel important pour la région. Après cette première attaque, elles ont ensuite ciblé dans la ville de Kirichi une unité de raffinage ainsi que 2 grands réservoirs, causant des dégâts considérables à ces infrastructures essentielles. Sa capacité est d'environ 21 millions de tonnes par an, soit plus de 6% du raffinage total en Russie. Après l'attaque, le complexe de Kirichi a complètement cessé ses activités. L'Ukraine a aussi frappé les infrastructures pétrolières et le parc de stockage du terminal Transneft au port de Primorsk. Ces sanctions à longue portée épuisent systématiquement les ressources de l'agresseur. Les frappes complexes des forces de défense ukrainiennes sur l'infrastructure pétrolière de la région de Leningrad ont 3 vecteurs d'impact clés. Économique, le blocage des exportations de pétrole et de produits pétroliers via la Baltique prive le budget russe de milliards de dollars directement convertis en missiles et obus. Logistique, un déficit de carburant est créé pour le groupement des troupes russes. Technologique,
Des attaques réussies à plus de 900 km prouvent l'incapacité de la défense anti-aérienne russe à protéger les sites critiques, même à l'arrière, d'après une publication sur le site du ministère de la Défense de l'Ukraine. Un nombre sans précédent de drones a parcouru une distance quasi record, contourné les échelons de défense anti-aérienne et porté un coup fatal à certains des sites les plus importants de Russie, écrit The Telegraph. Selon les analystes, ces attaques sont un défi majeur pour le Kremlin, remettant en cause la capacité même de la Russie à exporter du pétrole, cœur de son économie. Selon les experts, l'ampleur, le ciblage des frappes et le moment choisi ont produit l'effet le plus fort de ces 4 dernières années. En Russie, tout est à de grandes profondeurs, ils peuvent encore pomper, mais à un moment donné, il n'y aura plus nulle part où mettre ce pétrole, nulle part où le stocker, car on voit des frappes sur les ports, les raffineries et sur, ces réservoirs, comme on dit, ils brûlent en quantité énorme. C'est-à-dire que même si le pétrole est encore extrait, il n'y a tout simplement nulle part où le mettre. Et cela créera tôt ou tard une situation où il faudra boucher les puits eux-mêmes, les forages. Et quand vous fermez un puits, que vous le bouchez, sa réouverture n'est théoriquement possible qu'à un coût très élevé. Économiquement, il n'est même plus rentable de rouvrir un puits précédemment bouché. L'Ukraine a répondu à la Russie pour les frappes sur l'énergie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, ajoutant que de nouveaux drones et drones-missiles sont en cours de développement. Pendant ce temps, la Russie a instauré une interdiction totale d'exportation d'essence dès le 1er avril 2026 pour tous les acteurs du marché. Selon les médias russes, le moratoire durera au moins jusqu'au 31 juillet. Andriy Dmitrienko pour la chaîne Freedom. La Russie a aussi des problèmes sur le front. Les forces spéciales Chimera ont nettoyé des points d'appui au sud et près du Dnipro, les nôtres ont anéanti des groupes d'assaut ennemis. Pendant que les forces ukrainiennes libèrent des centaines de kilomètres et reprennent l'initiative, les réserves du Kremlin brûlent dans la région de Koursk. Découvrez le point final de la stratégie de Poutine dans ce reportage. C'est un signal très inquiétant, c'est une dégradation de notre situation. Et cela ne se limite pas, comme on dit, au seul domaine militaire. Urgent. Le front russe s'est effondré. L'Ukraine a libéré une région entière. Les missiles Flamingo, ce sont apparemment eux qui ont déjà atteint la Tchouvachie. C'est fait. Les forces ukrainiennes sont dans la dernière ligne droite, l'occupation touche à sa fin. En ce moment même, une région entière est libérée. La guerre pénètre à nouveau sur le territoire russe. Du sang à Koursk. Un groupe d'officiers russes d'élite a été tout simplement anéanti. Les oiseaux de Magyar et le renseignement ont abattu la carte de la vengeance, des Russes tués et faits prisonniers. Les images inondent déjà le réseau. Les Flamingos ont entamé une moisson infernale. C'est la fin des Shahed. Les attaques MS et les scalps ont réduit en cendres le repère de l'ennemi. Près de Donetsk, l'inattendu s'est produit. Zelensky, sur le front, a envoyé un signal clair. Le plan de victoire de l'Ukraine est déjà sur la table. 4 dossiers secrets de l'état-major. Nous approchons du dénouement. Bonjour, je suis Renata Aslanova et voici l'échec cuisant des Russes sur tous les fronts dans notre émission Ligne Rouge. Regardez jusqu'au bout. Urgent, c'est fait. Les forces ukrainiennes écrasent les Russes et libèrent une région entière. La région de Dnipropetrovsk est presque totalement nettoyée des occupants. L'armée ukrainienne fonce tête baissée. C'est ce qu'a annoncé le général de division Oleksandr Kovalenko dans une déclaration d'urgence. Le porte-parole de l'état-major a stupéfié par les détails. L'ennemi a été expulsé et la situation est stabilisée. Plus de 400 km² de terre natale ont été repris. À l'arrière, une chasse impitoyable est menée contre les restes des groupes infiltrés. La région de Dnipropetrovsk est pratiquement libre. Le général a révélé les détails. Il ne reste plus qu'à libérer 3 villages et à effectuer un dernier nettoyage en 2 points. Février a été un tournant. Nous reprenons bien plus que ce que nous perdons. Les forces ukrainiennes ont pris un élan fou et ne semblent pas vouloir s'arrêter. Le front est sous une tension extrême. En Russie, on craint que l'armée ukrainienne n'atteigne les frontières et ne commence à nettoyer le territoire russe. Ou a-t-elle déjà commencé? Serait-ce l'opération Koursk 2.0? Les réseaux sociaux russes explosent littéralement de messages. Un génocide d'officiers russes. Panique, anxiété et messages choquants. Les soldats cherchent nerveusement un abri tandis que les commandants cachent leur visage.
Les braves petits soldats russes s'effondrent à nouveau. Le dossier de l'espion rapporte, au matin du 6 mars, une attaque a visé un groupe d'officiers près de la localité de Tiotkino. Et maintenant, attention! Ils ont été fauchés par la Baba Yaga ukrainienne qui a largué 3 mines sur l'élite et a disparu dans la nuit. Le silence après les frappes est plus terrifiant que n'importe quelle explosion. Un jour noir pour l'armée russe. Sur les réseaux, on pleure les morts et les soldats eux-mêmes sont à bout. Le front des occupants s'est effondré en un instant. Les Russes fuient dans toutes les directions. Les unités d'élite du GUR et les forces de défense ont porté un coup fatal, anéantissant l'offensive ennemie sur Zaporizhzhia. Lors de ce carnage, les forces spéciales ont éliminé plus de 300 envahisseurs, les transformant en fret de sang. De plus, 39 Russes démoralisés se sont honteusement rendus, implorant la clémence. Ces images épiques ont inondé la toile. Le GUR a révélé le secret de ce triomphe. Les frappes chirurgicales de drones et d'artillerie de précision ont réduit la logistique russe en cendres. Désormais livrés à eux-mêmes, les occupants terrifiés refusent de monter à l'assaut, conscients de leur mort certaine. Le renseignement confirme, cette contre-attaque féroce a stabilisé le front et verrouillé Zaporizhzhia face à l'ennemi sur des positions clés. Par ailleurs, les oiseaux d'acier de Madiar ont pulvérisé une colonne mécanisée russe dans le secteur de Ouliaïpol. Cette brigade légendaire a porté un coup dévastateur, changeant le matériel russe en ferraille fumante. Les occupants de la 40e brigade sont encore tombés dans le piège. Après l'échec cuisant de l'infanterie, ils ont tenté le tout pour le tout avec un assaut blindé, commettant leur erreur fatale. Toute une armada, chars, blindés et quads avec troupes, fonçait sur l'axe Malinivka, Zeleny High et Ouliaïpol. Mais les As de Madiar les avaient déjà dans leur ligne de mire. Le renseignement a été d'une précision d'orfèvre et l'ennemi s'est retrouvé pris au piège sous le feu. Le matériel ennemi a été pulvérisé par des tirs précis, suivis d'une traque impitoyable des survivants. Ceux qui tentèrent de se terrer dans les zones résidentielles ont été éliminés sur le champ. Le châtiment a frappé chaque occupant. Zelensky est dans le Donbass. Toutes les positions sont tenues. Les forces ukrainiennes font bloc. Chaque pas du président parmi ses troupes est un signal fort pour l'ennemi. Je vous souhaite une bonne santé, chers Ukrainiens. Aujourd'hui dans la région de Donetsk, notre terre, nos guerriers. Le chef de l'État a confié au New York Times s'être rendu sur le front de Donetsk car la Russie tente d'imposer la cession de toute la région dans tout accord de paix, y compris les zones encore sous contrôle ukrainien. Un message clair pour Poutine. Ceux qui dirigent l'armée ne se cachent pas dans un bunker. Les plans audacieux du Kremlin pour l'offensive de printemps volent en éclats en direct. Au total, le déplacement du président ukrainien sur le front de Donetsk a duré près de 27 heures. Il a voyagé 8 heures en train vers Kharkiv, puis 2 heures en convoi de minibus et de 4x4 pour atteindre Donetsk par des routes protégées par des filets anti-drones. La vitesse de ce convoi a parfois dépassé les 140 km/h. Le niveau de tension est à son comble, avec une résilience inébranlable. Lors d'une rencontre de Zelensky avec les militaires, on a entendu dans le bunker l'impact lointain d'une bombe guidée russe. Ensuite, un drone FPV, probablement russe, a survolé le convoi de véhicules. Il volait à basse altitude et la garde présidentielle était sur le qui-vive. Les occupants n'auront rien. Les forces ukrainiennes tiennent bon. L'Ukraine est inébranlable et aucune menace ne brisera notre puissance. Et ce ne sont pas les seules mauvaises nouvelles pour les Russes. Le général Syrski a fait une annonce encore plus choquante. L'armée ukrainienne a un plan de victoire pour 2026. Les nôtres ont abattu la carte de la vengeance. L'armée prépare une surprise mortelle pour la Russie qui les prendra au dépourvu. Le commandement a laissé entendre que la pression montera jusqu'au point critique. Les détails sont classés secret défense, mais le but est unique, bouter l'envahisseur hors d'Ukraine. Selon le général, l'armée passe à une domination totale et dictera sa volonté à l'agresseur sur le terrain. Se contenter de réagir est le chemin vers la défaite. La traque des points faibles de l'occupant ne s'arrête pas une seule seconde. Et si un secteur du front est calme, ce n'est que le calme avant la tempête qui les frappera par surprise. L'état-major détient déjà 4 dossiers secrets pour de nouvelles opérations d'envergure. L'Ukraine prépare des frappes asymétriques qui paralyseront les occupants. Comme l'a dit le général, ce sera quelque chose à quoi l'ennemi ne s'attend pas.
Et cette surprise sera fatale pour l'armée de Poutine. Ce moment est arrivé. La Russie tremble, les prédateurs ukrainiens saturent le ciel jusque dans l'arrière-pays. Les flamingos ont accompli l'impossible. Les blogueurs pro-guerre sont les premiers à vouloir se rendre. C'est un signal très, disons, inquiétant. C'est une dégradation de notre position, et pas seulement sur le plan militaire. Cet homme effrayé sur la vidéo est le blogueur militaire russe Maxime Kalachnikov. Comme on le voit, il admire sincèrement les résultats de 4 ans de soi-disant démilitarisation de l'Ukraine, pour laquelle la Russie a déjà perdu environ 400 000 soldats et subi 1000 milliards de dollars de pertes. Les missiles Flamingo, ce sont apparemment eux qui ont déjà atteint la Tchouvatchi et se dirigeaient vers le Tatarstan, vous comprenez? Des frappes touchent la région de la Volga avec de telles armes à longue portée. La propagande russe ne s'en cache même plus. L'Ukraine a surpassé la Russie. Moscou n'aurait jamais rêvé d'un tel armement. La technologie ukrainienne a brisé la paix là où Poutine affirmait que tout était sous contrôle. La réputation de notre, disons, élite, elle tombe plus bas que terre, parce qu'on les frappe et qu'ils ne répondent pas. Tout le monde commence littéralement à leur marcher dessus. Je crains qu'en somme, c'est précisément ce qui se passe avec toutes ces frappes de Flamingo. C'est un véritable échec pour le Kremlin. Ce qui devait rester hors de portée brûle désormais au cœur même de leur territoire. Tout le monde regarde ça sans pouvoir y croire. L'armée ukrainienne a encore montré qui est le maître ici. Et voici le choc principal. L'armée ne se contente pas de frapper avec précision, elle réduit en cendres les cibles ennemies vitales. Cela pourrait marquer le point final de l'histoire sanglante des Shahed. Près de l'aéroport de Donetsk, les forces de défense ont pulvérisé un repère de la mort, lieu de stockage et de lancement de drones ennemis par des tirs de missiles Attack-MS et Escalpé. C'est ce qu'a annoncé triomphalement l'état-major des forces ukrainiennes. Suite à cette frappe chirurgicale, un incendie monstre et des explosions en série ont transformé la base en un véritable enfer. De plus, les occupants ont subi d'autres pertes tout aussi catastrophiques. Ainsi, un centre de contrôle de drones a été rayé de la carte près de Dibrova et un poste de commandement clé a été détruit vers Krolyakivka. Les autorités insistent sur le fait que la destruction des centres de contrôle et des positions ennemies le prive en effet de sa puissance de feu et sabote tout projet de nouvelle offensive. Alors que les missiles ukrainiens refroidissent après ces raids, les drones intensifient leurs frappes. Une nouvelle incroyable. C'est une véritable sensation. L'Ukraine a établi un record. Plus de 750 drones ont ciblé simultanément plusieurs régions russes et même la Crimée occupée. C'est du jamais vu. La défense russe est KO, même si elle en a l'habitude. Oui. C'est passé derrière les maisons. Aïe. Sur la maison, c'est tombé sur la maison. Le ministère russe a affirmé avoir abattu 3 bombes guidées, 3 missiles HIMARS américains et 754 drones de type avion, prétendant que leurs vaillants soldats ont surmonté de tels défis. Et voici les premiers résultats. Une frappe majeure dans la région de Novgorod. L'usine chimique à Kron, l'un des plus grands producteurs d'engrais en Russie, aurait été la cible des drones ukrainiens. Un véritable champignon atomique dans le ciel. C'est incroyablement énorme. Et vous, qu'en pensez-vous ? Donnez votre avis en commentaire, likez et restez informés de l'essentiel. Restez avec nous, la suite sera encore plus intéressante.